Voilà, bonsoir chers amis. À date quasiment régulière depuis des décennies, presque, Jean-Christian Petit-Fils nous présente une somme de connaissances substantielles sur un certain nombre de rois. Il nous avait annoncé la dernière fois un Louis XV, il est publié, il est également substantiel. Je vais lui laisser le soin de le présenter et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Bertrand. Alors, en effet, j'ai écrit 4 biographies des derniers Louis de l'Ancien Régime, avec l'idée de, au-delà d'un portrait du roi, de montrer comment ce qu'on appelle l'absolutisme, c'est un bien grand mot sur lequel on pourra revenir, s'est construit à partir du règne de Louis XIII, c'est poursuivi sous le règne de Louis XIV, et puis avec les 2 derniers rois, Louis XV et Louis XVI, comment ce système s'est déconstruit et nous a conduit à la Révolution. Donc j'ai mené une réflexion politique, sociopolitique, à travers une biographie classique de ces rois. Et il manquait à cette série Louis XV. Alors j'ai fait, c'est vrai, passez-moi l'expression, le quartier dans le désordre. J'ai commencé par un Louis XIV en 1995. J'ai continué avec un Louis XVI en 2005, et puis ensuite en 2007 un Louis XIII. Et là, donc j'achève cette série avec un Louis XV. Pourquoi ai-je tardé tant sur le Louis XV ? Parce que c'est un personnage difficile à saisir, assez complexe, un règne très long, 59 ans de règne, c'est le 2e règne le plus long de l'histoire de France après le règne de Louis XIV, 72 ans, à tous les records. Et après, je ne sais plus très bien ce qu'il y a. Il doit y avoir Saint-Louis, 44 ans. Mais enfin, donc c'est vraiment le numéro 2, 2e règne le plus long de l'histoire de France. C'est un roi difficile à saisir et surtout qui a été très mal jugé. Alors, aujourd'hui, il est complètement oublié. Vous regardez les programmes scolaires, c'est extraordinaire. On parle un petit peu de Louis XIV, de Versailles. On parle de la Révolution, on parle de Louis XVI, évidemment, lié à la Révolution, et puis Louis XV, il y a un immense trou, on parle de la France des Lumières. Comme si ce règne pouvait se résumer uniquement dans la France des Lumières. C'est important, la France des Lumières, indiscutablement, mais c'est pas tout, c'est pas le tout. C'est donc un roi oublié, un roi donc méconnu, mais qui a été pendant longtemps un roi maudit. Pourrait regretter qu'il n'ait pas achevé la série de Maurice Druon. Les rois maudits, c'est vraiment un roi maudit. Alors vous prenez le petit Lavis, 1900, manuel de base. Lavis, c'est un grand historien. Il a fait un excellent Louis XIV, un peu orienté, bon, on en discute, qui a vieilli, évidemment, mais c'est quand même un très beau travail. Lavis, Louis XV. Il a été le plus mauvais roi de toute notre histoire. Ce n'est pas assez de détester sa mémoire, il faut l'exécrer. Tant, hein. Et alors, j'ai été voir les autres, les manuels. Gauthier Deschamps, 1931-1948. Colin, 1945-1968. Belin, 1947-1969. Nathan, 54-67. Hachette, 56-64, je ne sais pas avec lequel j'ai fait mes études, mais en tout cas, c'est exactement la même chose. Alors, ce sont des manuels de l'école primaire, bien sûr, mais même tonalité. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche ? On lui reproche le traité de Paris de 1763, le désastreux traité de Paris de 1763, selon la formule. La perte de l'empire colonial. On est dans la période coloniale, et donc l'idée que ce premier empire colonial ait été quasiment perdu, on a gardé quelques confettis, comme disait l'autre, mais il ne restait plus grand-chose, au moins sur le plan territorial. Et deuxièmement, donc le Canada, l'Inde, tout cela est parti. Deuxièmement, d'être un roi dirigé par ses favorites, Madame de Pompadour, Madame du Barry, conduit par ses ministres, Choiseul, etc. Alors tout cela mérite d'être revisité.
C'est d'abord, Louis XV, un orphelin. Et on ne peut pas comprendre Louis XV si on ne comprend pas sa petite enfance. Il perd son père et sa mère quand il a 2 ans, à quelques jours près. Son père, c'est le duc de Bourgogne, le dauphin, et sa mère, c'est la duchesse de Bourgogne, emportée par une crise de scarlatine infectieuse qui court dans Versailles et un peu partout. Le petit héritier, qui est le duc de Bretagne, le frère aîné de Louis XV, lui aussi est emporté par cette maladie, et puis aussi par l'acharnement des médecins. Les médecins lui font je ne sais combien de lavements, lui donnent des émétiques, des saignées. Le malheureux enfant le malheureux enfant meurt plutôt sous les remèdes des médecins. Et Madame de Ventadour, gouvernante des enfants de France, ne veut pas qu'on s'occupe du petit Louis XV, son petit Anjou, qui devient le dauphin, elle le prend dans ses bras, et elle interdit aux médecins de s'occuper de lui. Il commence à avoir de la fièvre, ça commence à être inquiétant, parce que là, tout s'effondre autour de Louis XIV, et grâce à cela, eh bien, elle l'a sauvé, non seulement de la maladie, mais des médecins qui sont pour l'heure plus redoutables que la maladie, c'est encore les médecins de Molière. Louis XIV meurt 3 ans plus tard, en 1715, septembre 1715, vous le savez, et donc il est roi à 5 ans. C'est un petit garçon timide, secret, extraordinairement timide. Alors, pendant toute sa vie, il sera timide. Quand il est dans un salon, il voit un visage nouveau, immédiatement, il se replie sur lui-même, il se referme. Alors qu'au contraire, en société, il sera, quand il sera adulte, beaucoup plus agréable et très urbain. Enfance, donc, d'un petit garçon boudeur, et surtout, il se dépense dans la chasse, encore plus que Louis XIV, encore plus que Louis XIII, c'est vraiment sa passion. Méfiant, et il faut donc s'occuper de son éducation est confiée au cardinal de Fleury, Monseigneur de Fleury, évêque de Fréjus d'abord, qui insiste sur la religion, qui insiste sur l'histoire, la géographie, mais il a un gouverneur qui est le maréchal de Villeroy, vieux maréchal compagnon de Louis XIV, qui a collectionné les défaites sur les champs de bataille, et qui surtout connaît parfaitement la cour, les usages de la cour, et c'est la référence. Et l'idée, et c'est important, c'est de faire de Louis XV un clone de Louis XIV. Le grand roi était au fond un fondateur, quelque chose. Bien qu'il soit l'héritier, il est fondateur de Versailles, de la cour, d'un système politique. Il faut que le petit Louis XV reproduise à l'identique ce système. Alors, Villeroy veille à tout cela. Le roi de France, Louis XIV, prenait la moitié d'un œuf frais à son repas. Il faut absolument que le Louis XV prenne la moitié d'un œuf frais. Le roi de France coupait les bouts des ailes des perdrix et des faisans. Eh bien, Louis XV doit faire aussi la même chose. Surtout, on lui dit, et on lui dira tout au long de son règne, Sire, ne promet jamais de Premier ministre. Et Louis XV obéira, ne prendra pas de Premier ministre. Et c'est là où les choses vont se compliquer. Alors, cet homme, c'est vrai, il est dépressif, mélancolique quand il devient adulte, hésitant. C'est un roi, malgré tout, attachant, intelligent, très intelligent, cultivé, passionné par les sciences, s'intéressant aux grandes découvertes, l'encyclopédie, alors évidemment il est hostile à l'esprit de l'encyclopédie, mais il a quand même la collection d'encyclopédies dans ses bibliothèques. Il a, je vous l'ai dit, ce handicap terrible, et au fond, c'est un problème de résilience, comme on dirait aujourd'hui. Il faut qu'il surmonte les handicaps de la petite enfance. Mais il est fondamentalement bon. C'est pas un pervers, contrairement à ce qui a été dit, a été écrit. Et il s'intéresse à la politique. Il a du mal, sans doute, à occuper les deux corps du roi.
Il aime vivre en privé, il va développer, vous savez, des petits appartements à Versailles, il va d'ailleurs les décorer magnifiquement, parce que c'est un homme de goût qui va épouser les grandes tendances de l'art de l'époque. On va passer du rococo au baroque, au style néoclassique, et tout cela va être accompagné, le roi va l'accompagner, et en même temps même encourager les formes, les innovations nouvelles, avec bien sûr Gabriel, ce grand architecte. Il s'intéresse à la politique malgré tout. Un exemple, et il a le sens de l'État. Un exemple, c'est le fameux secret du roi. Tout le système de diplomatie parallèle qui va développer, ignorer les ministres. Au départ, ce système est centré sur le projet d'installer en Pologne un prince français, le prince de Conti, donc le cousin du roi, mais le système implique des alliances avec la Suède, avec la Russie, et ce système diplomatique entre en contradiction avec le système que le roi lui-même détermine au sein du Conseil, mais là où les ministres exercent leur pression. Tout ce règne va être, au fond, un règne où l'on voit le roi subir les pressions. Pression des ministres, qu'il a nommés, pression de l'opinion, je vais y revenir, pression des officiers, pression de l'armée, qui va vouloir la guerre, alors que le roi n'y tient pas trop au départ, etc. Tout change beaucoup, tout change énormément dans ce règne. Ces maîtresses elles-mêmes, les ministres, ignoreront le secret du roi, organisé par le comte de Broglie, organisé par un grand commis qui s'appelle Jean-Pierre Tercier, et puis avec, bien entendu, l'intervention du prince de Conti. La France, à cette époque, est un grand pays qui va, pendant un certain temps, sous la régence d'abord, et puis sous le gouvernement du cardinal de Fleury, donner l'impression que le grand siècle se prolonge. Et donc les choses se développent très harmonieusement. Le roi est en retrait de la politique, c'est indiscutable, pendant le ministère Fleury, qui dure de 1726 à 1743. Au départ, il y a eu, entre la Régence et le ministère Fleury, un intermède de 2 ans à peu près avec le duc de Bourbon, un prince de Condé, pardon, et très mauvais, avec un échec complet de cette politique, une femme ambitieuse qui est la maîtresse du duc de Bourbon, Madame de Prie, qui va organiser le mariage du roi avec Marie Leczinska, la petite Cendrillon de l'Europe, fille de Stanislas Leczinski, roi éphémère et électif de Bologne, à la risée de toute la cour. Ce règne, pendant de nombreuses années, jusqu'en 1743, donne l'impression que le système se prolonge. Et le cardinal de Fleury, homme très aimable, très sociable, mais en même temps extraordinairement économe, vivant comme un petit curé de campagne, quasiment, à Versailles, avec en même temps aimant les honneurs. Alors on raconte le coucher de l'éminence, qui remplace presque le coucher du roi. Conservateur, rien ne doit bouger, il est très âgé, et on voit que finalement tout le système politique ne change pas. La France, à ce moment-là, connaît un décollage économique, comme diraient les économistes d'aujourd'hui. En tout cas, ce tragique 17e, comme le disait Pierre Goubert, s'éloigne. La tragédie des famines de 1693, 1709, vous savez, en 1693, été pourri, printemps pourri, une année épouvantable. Il y a eu 1 300 000 morts. 1 300 000 morts dans un pays 2 fois moins peuplé que la France de 1914-18, et autant de victimes, puisque vous savez qu'il y a eu à peu près autant de victimes en 14-18. Donc,
ça nous donne une idée aussi, et ça permet de comprendre pourquoi le règne de Louis XIV, la fin du règne de Louis XIV est si terrible. 1709, le grand hiver, 630 000 morts, tout ça en plus de la mortalité naturelle qui vient chaque année. Donc, un pays saigné, pas seulement par la guerre, notamment la guerre de succession d'Espagne, qui est une guerre terrible aussi, où la noblesse va disparaître en grande partie. Et c'est un élément très important, on y reviendra sans doute dans la discussion pour l'annonce de la Révolution. La noblesse représente 200 000 membres vers 1700. Sous Louis XV, elle n'est plus que de 120 000, 130 000 membres. Et jamais elle ne parviendra à remonter à ce niveau, malgré les anoblissements, malgré les usurpations de noblesse. Et là, évidemment, il y a un grand problème pour le corps social qui, lui, évolue. Donc, rien ne bouge jusqu'en 1743. En réalité, quand on regarde dans les soubassements, il y a, on dirait, la tectonique des plaques, les choses bougent, et bougent beaucoup. Une crise politique profonde affecte le pays, c'est une crise religieuse, c'est la crise du jansénisme. Le jansénisme, première manière, celui de Port-Royal, du Grand Arnaud, de Pascal, a disparu. C'est un jansénisme hostile au pouvoir qui s'installe, qui s'allie au courant gallican et qui va être essentiellement tourné vers le combat contre la bulle unigenitus que Louis XIV en 1713 a quasiment imposée à Clément XI, qui est une condamnation de 101 propositions contenues dans le livre du Père Quesnel sur les réflexions morales sur le Nouveau Testament. Un ouvrage de circonstance, un combat religieux malgré tout limité qui va empoisonner tout le règne de Louis XV. Parce que ça va diviser l'Église. Il y aura une Église d'en bas contre l'Église d'en haut. Il y aura et contre le pouvoir royal qui s'est associé à Rome et qui est soutenu par les évêques. Cette dialectique du pouvoir religieux, mise en dialectique du pouvoir religieux, est extrêmement néfaste pour l'autorité du roi. Et en 1728, il y a un événement capital qui est qu'on peut appeler la naissance de l'opinion publique. Alors vous allez me dire, l'opinion publique, ça a toujours existé. En effet, dans les cercles du pouvoir, à la cour, il y a des discussions. Il y a eu au XVIIe des salons. Et puis il y a des périodes aussi où il y a des bouffées, des explosions de l'opinion publique. C'est la régence de Marie de Médicis, avec tous ces pamphlets contre Concini. C'est la régence d'Anne d'Autriche, avec les Mazarinades contre le cardinal Mazarin. Mais une fois ces périodes d'effervescence passées, tout retombe à plat et l'opinion, ce sont quelques cercles d'opposants parfois qui s'exilent. C'est pas une force. À partir de 1728, ça devient une force politique et cette force politique va se transformer en un tribunal qui va juger la monarchie. Pourquoi 1728 ? 1728, c'est la création d'un petit journal qu'on appelle les Nouvelles Ecclésiastiques. Journal janséniste, imprimé clandestinement. Alors, de temps en temps, c'était dans une forêt, de temps en temps, dans des caves. Le lieutenant de police s'arrache les cheveux ou les cheveux de sa perruque pour retrouver ces presses clandestines. Une fois, on croit l'avoir trouvé. Alors, on a cerclé plusieurs villages et puis peu à peu, on dirait que c'est vraiment des opérations de police presque modernes. Hein. Et puis, chou blanc, on ne trouve pas. Et le lieutenant de police, le soir, revient dépité. Dans son carrosse, il ouvre la portière et sur le siège du carrosse, qu'est-ce qu'il trouve ? Le dernier numéro des Nouvelles Ecclésiastiques, tout fraîche. Donc on s'est moqué de lui. Ce petit journal, il est tiré à 6000 exemplaires, c'est pas grand-chose, mais on se passe sous les manteaux, on discute, il y a des débats tout autour, et vraiment, il y a une opinion, on pourrait dire, c'est presque le premier réseau social qui apparaît à ce moment-là. En tout cas, cette force est devenue une force constante, un pouvoir contre la monarchie. Il faut comprendre que le système monarchique, une monarchie absolue, absolutiste, a un système de communication verticale. Le roi doit se montrer, doit se manifester. Et les manifestations du roi, ça fait partie de la communication. Alors ce sont les fêtes à Versailles, mais aussi ce sont des grandes cérémonies.
Te Deum, pour une victoire, pour une naissance. Là, les notables sont convoqués, donc la société de corps doit être représentée à Notre-Dame ou dans les cathédrales des grandes villes. Il y a aussi des lits de justice, où le roi apparaît, se rend au palais de justice à Paris pour tenir une réunion au milieu de ses conseillers, puisque les juges ne sont que des conseillers, propriétaires de leurs charges, mais ils sont des conseillers du roi, et là ils doivent se taire quand le roi veut imposer un enregistrement d'un édit ou d'une ordonnance. Et ce lit de justice se passe avec un déploiement de face, les troupes de la maison du roi accompagnent le carrosse royal. Quand vous voyez dans les films de Cap et d'épée le malheureux carrosse du roi entouré de 3 mousquetaires, vous pouvez dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'était une manifestation de la puissance royale à cette époque, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le roi vient avec ses gardes du corps, il y a au moins 1 ou 2 compagnies de gardes du corps, le roi vient avec les gendarmes du roi, avec les chevaux légers, avec les mousquetaires, au moins une des compagnies de mousquetaires. Donc c'est impressionnant. Voilà le système de communication. C'est un système de communication verticale. Quand la communication se fait horizontalement par cette opinion, le pouvoir a du mal à saisir, a du mal à réagir. Et il faut dire aussi que Louis XV n'est pas un grand communicant. Peut-être qu'avec un Henri IV, les choses auraient été différentes. Malgré tout, le mouvement... Donc, les choses bougent. Les choses bougent avec le mouvement des Lumières, évidemment. Mais déjà, dès 1715, il y a eu un extraordinaire mouvement qui a été négligé, je pense, par Tocqueville en particulier. C'est ce qu'on appelle la réaction aristocratique. La haute aristocratie ne songe qu'à une chose, après la mort du grand roi, c'est revenir sur l'absolutisme, revenir sur la centralisation. Car l'absolutisme royal, ce n'est rien d'autre, en dehors du principe absolu que le roi, c'est vrai, de tout temps. À ce moment-là, depuis les Capétiens, le roi est absolu, c'est-à-dire que c'est un pouvoir qui n'est dépendant d'aucun lien, sinon de Dieu. Mais là, on est dans la théorie. Cette théorie de la monarchie, elle a toujours été affirmée. C'est, de ce point de vue, l'absolutisme existe de tout temps. Mais ce qu'on appelle l'absolutisme au XVIIe, c'est un mouvement de centralisation de la France. Il s'agit de verrouiller les pouvoirs, de concentrer les pouvoirs. Et ce mouvement de centralisation, il faut bien voir que ça se fait dans une France où la moitié de la population ne parle pas français, avec des provinces qui ont des statuts différents. Il y a des provinces d'État, vous savez, où se trouvent des États provinciaux, et puis des provinces d'élection, des pays d'élection, avec un régime fiscal différent, des receveurs et une administration fiscale différente. Donc il faut, tout cela, c'est quelque chose d'être indispensable. Aujourd'hui, on parle de décentralisation, on a que ça en tête, avec tous les excès et les dérives que ça a donné d'ailleurs, mais on ne comprend pas la nécessité absolue d'une centralisation. Donc ce pouvoir absolutiste, il était dans un sens une nécessité. Donc ce mouvement, la réaction aristocratique, elle est là, elle va se prolonger. La haute aristocratie, elle se manifeste sous la Régence, bien sûr, avec ce qu'on appelle la police synodique, c'est-à-dire on a supprimé les secrétariats d'État, et puis ce sont des conseils qui se tiennent en présence d'un maréchal de France, des ducs et pairs. C'est la haute aristocratie qui a l'impression de faire de la politique et qui oblige les maîtres des requêtes, donc ces gens de la noblesse de robe, à se tenir debout, à faire leur compte-rendu debout devant ces messieurs qui sont assis et qui considèrent que le pouvoir leur appartient. Au-delà de la police synodique que renversera rapidement le régent, eh bien cette réaction aristocratique, elle se prolonge constamment tout au long du règne de Louis XV et même au-delà, bloquant aussi des choses, bloquant l'évolution, car cet absolutisme qui a ses faiblesses, j'y reviendrai, mais cet absolutisme est modernisateur puisqu'il centralise, puisqu'il organise la France autour d'un pouvoir central royal.
Le mouvement des Lumières, je ne vais pas faire ici de longs développements parce que ça serait beaucoup trop long et on sortirait de ce sujet. Il faut voir qu'il y a une grande ambivalence dans ce mouvement des Lumières, car ce mouvement ne conduit pas nécessairement à la révolution. C'est un mouvement qui est fondé sur la rationalité, sur la recherche des découvertes, enfin, s'appuyant sur les découvertes scientifiques et sur une autre approche une approche traditionnelle, s'opposant parfois, mais pas toujours, au pouvoir de l'Église. Ce mouvement est ambivalent parce que il va servir de véhicule intellectuel à la réaction aristocratique. Jean-Jacques Rousseau était davantage lu dans les châteaux que dans les chaumières. Et quand les philosophes nous parlent de la liberté, eh bien, les grands nobles, les grands, pensent, eux, aux libertés, les libertés, au pluriel, c'est-à-dire aux privilèges. Donc, vous voyez déjà cette noblesse intelligente qui va aussi se structurer, par les mariages entre gens de la noblesse de robe et gens de la noblesse d'épée, parce la noblesse d'épée a beau mépriser la noblesse de robe, eh bien les mariages se font pour des questions d'argent, bien sûr. Et puis une troisième noblesse qui apparaît, qui est la noblesse de finance. Et toutes ces trois noblesses, eh bien, elles vont vouloir limiter le pouvoir royal. Elles participent à cette réaction aristocratique et nobiliaire. Et puis on voit aussi apparaître un autre phénomène, qui est un phénomène qu'on pourrait appeler le nationalisme. Alors le mot est bien postérieur, vous le savez, puisque ça remonte à Barès, le mot lui-même, mais on voit se dissocier l'idée de la nation et l'idée royale. Tout doucement, ça apparaît déjà sous la Régence. Et progressivement, l'idée ne va que faire se développer. La nation se pense comme un corps indépendant du roi. Or, vous savez que dans la doctrine monarchique d'Ancien Régime, le roi et la nation ne font qu'un. Le roi est au-dessus de la pluralité des corps, de la diversité de cette société plurielle de corps, d'ordres, de statuts, en grande partie auto-administrés. Il y a 50 000, même pas 50 000, 46 000 titulaires d'office, propriétaires de leurs charges, qui sont donc représentatifs ils sont en possession d'une charge de fonction de service public, en quelque sorte, mais qui est privatisée. Ça leur appartient, ils peuvent la transmettre à leurs enfants. Et puis il y a à peu près 1 millier ou 700, 800 commissaires du temps de Louis XIV, qui eux sont révocables à volonté, ad nutum, comme diraient les juristes, là qui sont des fonctionnaires beaucoup plus dans la main du pouvoir royal. Et encore, parce qu'il y a une tendance à des forces centrifuges qui apparaissent. Sous le règne de Louis XV, vous avez les intendants qui commencent restant en place très longtemps dans des postes, commencent à défendre les points de vue des administrés contre le pouvoir royal. Donc vous voyez, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne pense. Alors, on va rapidement avancer. Le roi a laissé, c'est vrai, une image assez désastreuse. La popularité du roi a pris... elle est attaquée par cette opinion. On s'attaque par exemple à la vie privée du roi. Bon, c'est vrai que cette vie privée du roi laisse à désirer, si on peut dire. Louis XV, pendant 8 ans, est resté fidèle à Marie Leczinska. Et puis, à partir de 1733, va prendre des maîtresses. Les premières, elle va les choisir dans la famille de Nesle, donc famille d'épée. La première, c'est une petite Louise de Maillinel, qui est une petite jeune femme effacée, très timide et très laide. Et on voit là déjà le Louis XV qui a peur des jolies femmes et qui va se tourner vers des femmes timides et laides. Les sœurs de Nesle sont 5. Sur les 5, 4 seront les maîtresses du roi successivement ou même en même temps. Et on ira des plus laides aux plus belles. Ce qui montre déjà une émancipation du roi, du point de vue sentimental. Ensuite, il y aura l'épisode, très long épisode de Madame de Pompadour, vous le savez,
Madame de Pompadour, qui est une femme délicieuse, charmante, de cour, qui représente, elle, la noblesse de finance. Alors, jugez évidemment l'impact que ça va se produire à la cour de France, l'arrivée de cette femme, et qui est imposée par le roi. Elle n'a pas un tempérament très sensuel, elle est plutôt frigide, et Louis XV va avoir des exigences sensuelles qui vont donc s'exprimer, et c'est à ce moment-là qu'elle va devenir, disons le mot, entremetteuse. Elle va, aidant le valet de chambre Lebel, à procurer au roi des jeunes demoiselles. C'est les épisodes du Parc aux Cerfs, sur lequel on a beaucoup disserté, avec beaucoup de fantasmes, beaucoup fantasmé aussi. Et puis, la dernière favorite, Madame du Barry, elle d'un milieu très populaire, Jeanne Bécu, pas loin de la prostitution, elle est dans un milieu de la prostitution de luxe quasiment, elle est exploitée par son amant, on va la marier, on va l'introduire à la cour, et il y a chez ce roi timide, une volonté de narguer aussi sa noblesse. Il nargue la noblesse avec Madame de Pompadour, il la nargue encore plus avec Madame du Barry, qui l'impose aux aristocrates. Vous voyez ce jeu. Et bien entendu, l'opinion le juge à travers cette vie de désordre. Elle le juge beaucoup plus sévèrement qu'elle l'a jugé Louis XIV et Henri IV, parce que l'opinion n'existait quasiment pas. En 1744, c'est la fameuse affaire de Metz, la maladie de Metz, le roi tombe malade, les évêques qui ont renforcé leur pouvoir, l'Église est devenue une puissance, et une puissance moralisatrice beaucoup plus, avec des jugements et une volonté comment dirais-je, de domination du pouvoir, notamment chez certains évêques, beaucoup plus affirmé que du temps de Louis XIV. Donc on voit les corps sociaux qui, finalement, tentent à étouffer le malheureux roi. 1744, Monseigneur de Fitz-James exige une repentance, parce que le roi va mourir. Le roi est mort, quasiment. Maladie, fièvre, on ne sait pas trop, occlusion intestinale, très grosse fièvre, et à la suite d'une visite à l'arsenal de Metz. Et il reste là, il refuse, alors le jeu de la cour, des courtisans, un clan de côté Richelieu qui veut prolonger le pouvoir de la favorite Madame de Châteauroux, donc la dernière des filles de Nesle, et puis d'autres, les dévots, qui disent absolument que le roi se confesse et qu'il chasse ses favorites. Eh bien, ses favorites, Monseigneur de Fitz-James va exiger une repentance publique, disant qu'il a commis des péchés, qu'il n'est pas digne d'être un roi très chrétien. Vous vous rendez compte? Là, comment l'Église, à ce moment-là, a interféré. On pense presque au siècle des Carolingiens, du temps de Louis le Pieux, où l'Église voulait imposer son pouvoir au pouvoir royal. Louis XV, on peut dire, donc ses maîtresses bien seront chassées, Madame de Châteauroux partira, et de village en village, on se passera le mot. Vous voyez l'influence de cette opinion. On leur jettera des cailloux de leur carrosse, alors que la nouvelle est encore toute fraîche. Du temps de Louis XIV, les choses étaient très différentes. Louis XIV partait avec Marie-Thérèse, la reine, dans son carrosse. Il avait d'un côté Mademoiselle de la Vallière, de l'autre Madame de Montespan, et les paysans ébahis disaient « Nous allons voir les trois reines ». Les choses sont différentes. Donc, on juge Louis XV parce qu'il y a une opinion qui le juge mal. Une opinion qui est devenue très morale, très moralisatrice. Alors elle est pas nécessairement janséniste, parce que aussi les jésuites ont adopté une morale rigoureuse. Une église qui est, bien sûr, c'est la morale chrétienne, mais dans la morale chrétienne, il y a d'un côté les principes, et puis il y a la miséricorde. On a l'impression que l'église a oublié la miséricorde au XVIIIe siècle. Et donc, c'est ces évolutions qui permettent de comprendre aussi en partie ce règne
qui a posé beaucoup de problèmes aux historiens. Louis XV est au fond extrêmement pieux. C'est pas du tout un libertin. Pas du tout. C'est vrai qu'il aime la chair fraîche, mais et il l'a montré avec un certain dérèglement au moment de l'affaire au Parc Auxerre, où il y a eu des petites pétresses, notamment la fameuse O'Murphy, représentée par le tableau de Boucher, vous savez, où elle est étendue nue sur un sofa, mais il y en a eu d'autres. Mais en même temps, formé par le cardinal de Fleury, il est pieux, il connaît à la perfection la liturgie, et il a le sentiment, lui, le très chrétien, lui qui a reçu l'onction de Reims, qu'il ne peut pas d'abord se confesser, puisqu'il est dans un péché d'habitude, qu'il ne peut pas communier, et de ce fait, qu'il ne peut pas procéder au miracle capétien, c'est-à-dire le toucher des écrouelles, puisque par l'onction de Reims, il est évêque du dehors, il peut communier sous les deux espèces, et il peut, et lors des grandes fêtes, c'est ce qu'il faisait Louis XIV, il peut toucher les écrouelles. Alors, Louis XIV s'était un peu arrangé avec la morale, il éloignait sa maîtresse pendant les fêtes de Pâques, et puis elle revenait à la Trinité, si je puis dire, et entre-temps, il avait obtenu l'absolution du père de la Chaise, son confesseur, Madame de Montespan appelant le père de la Chaise une chaise de commodité. Les choses ont complètement changé, donc, sous le règne de Louis XV, une morale plus durcie, plus affirmée. Le père Griffet, jésuite, est aussi sur la même ligne que les jansénistes, c'est évident, grand prédicateur de la cour. Et Louis XV, lui, a donc des scrupules. Et ça va contribuer. Donc, il s'éloigne des sacrements pendant des années, et il ne touche plus les écrouelles. Et ça va contribuer à la désacralisation du pouvoir royal, indiscutablement. Alors, l'opinion donc évolue. Donc, pour finir sur ce chapitre des maîtresses, Louis XIV a eu davantage de maîtresses que Louis XV. Henri IV a eu davantage de maîtresses que Louis XIV. Henri IV a eu un nombre incalculable de bâtards, il a eu 50 maîtresses. Louis XIV a eu au moins une douzaine d'enfants naturels. Louis XV n'en a eu que 9, disons. Voilà. Donc, ce qui montre qu'il faut juger les choses et comprendre qu'il a été dans la ligne de mire de cette opinion. Cette opinion qui est très moralisante, très moralisatrice, et un des phénomènes importants du XVIIIe siècle, c'est que peu à peu, le peuple se déchristianise. Pas dans les campagnes, mais à Paris, par exemple, la pratique religieuse va tomber à 50%. Donc les messalisants, comme disent les sociologues, ceux qui vont à la messe tous les dimanches, ceux qui font leur Pâques, les pascalisants, eh bien, c'est à peu près 50% des Parisiens. C'est une chute considérable. Sous la Régence, on était encore à 90-95%. C'est le moment le plus élevé, la pointe la plus élevée de la christianisation, la Régence, contrairement aux images qu'on a du film de Tavernier, que la fête commence, etc. Alors, c'est vrai qu'à la cour, les choses avaient déjà commencé. Le poisson pourri par la tête, diront les moralistes. Mais voilà. Donc, cette opinion, il y a donc une rupture avec le christianisme, pas une rupture complète, une lente déchristianisation, mais l'opinion garde le courant moralisateur. Et elle gardera cela jusque sous la Révolution, puisqu'au fond, on peut dire que les sans-culottes ont largué la Révolution, mais ils ont gardé aussi ce côté vertu qui va caractériser toute cette opinion publique contre Marie-Antoinette, contre la cour, contre les désordres de la cour. Alors, ce roi est un roi qui va donc passer du statut de bien-aimé en 1744, après, au moment de l'épisode de Metz, à un statut de mal-aimé. Un roi courageux, il le montre à la guerre, à Fontenoy, en 1745. La partie semble perdue, le maréchal de Saxe s'affole, les Anglais et les Hollandais ont constitué un bouclier humain qui perce les lignes françaises, perce les redoutes et les défenses. Tout le monde dit à Louis XV, vous devez, sire, quitter immédiatement le champ de bataille. Louis XV est installé sur la butte d'Antoing. Les boulets commencent à tomber autour de lui.
Et Maréchal de Saxe dit, il faut partir, c'est plus possible, il faut franchir l'Escaut et retourner au petit camp de Calonne où vous avez passé la nuit. C'est le seul moyen de sauver, la bataille est perdue. Et Louis XV dit non, je reste. Et c'est grâce à lui, grâce à cette volonté, que ce bélier puissant a été attaqué des deux côtés. On a envoyé la maison du roi, à ce moment-là, les mousquetaires, les gendarmes, les chevaux légers, et le corps d'attaque anglais a été écrasé, réduit à néant. Grande victoire sur les Anglais. Ça faisait des siècles qu'on n'avait pas gagné une bataille sur les Anglais. Napoléon dira, ce n'est pas le maréchal de Saxe qui a gagné la bataille de Fontenoy, c'est le roi Louis XV. À côté de ça, vous avez un roi qui est très inquiet, angoissé devant la mort, devant la maladie. En 1757, il reçoit un coup de canif d'un certain Damien, qui est un domestique un peu déséquilibré, qui a écouté les grands discours jansénistes au palais, qui était au service de plusieurs conseillers du roi. Le roi est bien protégé, il fait froid, on est le 5 janvier, c'est le jour des rois, il allait retourner à Trianon, il est dans la cour de marbre, il va s'apprêter à monter dans son carrosse, il y a les gardes du corps en bleu qui sont là, et puis il y a ce grand gaillard qui bouscule et qui donne un coup de canif dans la poitrine du roi. Il utilise la petite lame de son canif et non pas la grande. Il veut donner un avertissement parce qu'il ne supporte pas le comportement de Monseigneur de Beaumont. Il est donc dans la mouvance janséniste. Louis XV voit du sang, il s'affole, il dit ça y est, c'est fini, c'est mort, il est prostré. Donc vous voyez, ce personnage est très différent. Le règne, et je vais finir là-dessus parce que le temps passe et je vous laisserai la parole. Il y a eu des heures nombreux donc avec les parlements, tentatives de réforme du pouvoir et surtout de la fiscalité. Un impôt plus juste, le 20e, un administrateur ministre tout à fait remarquable, contrôleur général des finances, Machaut d'Arnouville, un nom bien oublié, mais qui est un homme excellent. Il y a eu quelques grands ministres. Machaut d'Arnouville veut imposer le refus de l'Église, le refus de la noblesse, et donc on est obligé de faire un impôt du 20e qui sera en partie pesant quasiment sur le tiers-état. Il y aura des abonnements, des systèmes d'abonnements qui permettront à l'Église, qui augmentera un peu son don gratuit, de ne pas payer l'impôt. Donc échec. Donc constamment, le fer de lance de la réaction aristocratique, ce sont les parlements qui veulent mettre la monarchie sous tutelle. Et là, on voit apparaître, à partir des années 1750, une idéologie parlementaire. Première crise 1730-1732, deuxième crise 1753, troisième crise 54-55, à nouveau une nouvelle crise en 56, avec l'idée qu'il faut que le Parlement quasiment exerce concurremment avec le monarque le pouvoir législatif. Les idées de Montesquieu, de Boulainvilliers. Il y a un agitateur janséniste qui s'appelle Lepage, avocat, qui écrit des pamphlets, qui écrit des mémoires, des manuels pour exciter les parlements. Pendant longtemps, Louis XV va réagir avec parfois raideur, mais dans le mécanisme constant de la monarchie, du jeu de la monarchie et des parlements, c'est-à-dire remontrance. Alors c'est le régent qui a été obligé, à cause du testament lamentable de Louis XIV, inspiré de Madame de Maintenon, qui a été obligé de donner le droit de remontrance pour pouvoir écarter une des dispositions du testament de Louis XIV. Et à partir de là, eh bien, les parlements vont en user ce droit de remontrance, qui donc permet aux parlementaires de s'opposer à l'enregistrement sans modification, remontrance itérative, l'aide de Jussion, le Parlement fait grève, alors le roi vient en sa cour, tient un lit de justice, à nouveau on conteste la décision du roi, donc pourtant elle devrait s'imposer, le roi en son conseil décide. Eh bien non,
on critique la position du roi, on conteste cette position, à nouveau exil des parlements. Donc, il y a eu un jeu comme ça constant jusqu'en 1771, vous le savez, avec ce qu'on appelait le coup d'État de Maupu, le coup de majesté de Maupu, chancelier Maupu, homme remarquable aussi comme Machaut d'Arnouville, qui a dit on va en finir avec les parlements, on va instaurer une justice moderne, on supprime les épices, on supprime les offices, on va rembourser les offices et on va instituer des véritables juges. Le Parlement, faut bien pas oublier que ce Parlement, c'est celui de l'affaire Calas, c'est celui de l'affaire du Chevalier de la Barre, c'est celui qui a exigé de juger Damien et qui a procédé au procès de Damien et qui a copié intégralement la procédure sur celle de Ravaillac, crime de lèse-majesté. Louis XV voulait pardonner, voulait au moins qu'il y ait une peine symbolique. Il a dit, je suis obligé de céder. Encore une fois, Louis XV cède parce que la société de corps étouffe le pouvoir royal. Alors là, grand coup de balai, 1771. Là, le roi remplace ses parlements par une justice mieux organisée, mieux... Et c'est un peu court, évidemment, en 71, il meurt en 74. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue? C'est que le gouvernement des juges était une impasse. Les parlements prétendaient exercer une représentation de la nation en l'absence des États généraux. C'est vrai que les États généraux n'avaient pas été réélus depuis 1614, depuis la régence de Marie de Médicis, qui s'en était vite débarrassé, qui avait profité des dissensions pour les renvoyer. Une impasse, parce que, ça ne mène à rien. L'absolutisme aussi, il faut le dire, c'est une impasse. C'est une impasse dans la mesure où il n'y a pas de représentation de la nation face au pouvoir royal. Et le grand problème, le grand drame de la monarchie d'Ancien Régime, c'est que qu'est-ce qu'il y avait comme corps représentatif de la nation? Ce sont les États généraux. Les États généraux, qui est une vieille formation qui remonte au XIVe siècle, avec une représentation tripartisane, clergé, noblesse, tiers État. Chaque ordre vote, on vote par ordre. Le clergé est dominé par la haute noblesse. Tous les évêques sous le règne de Louis XV sont nobles, de la même manière que sous le règne de Louis XVI, alors que sous Louis XIV, il y avait encore quelques roturiers parmi les évêques. Donc il y a une alliance entre le premier et le second ordre pour bloquer toutes les réformes. Il lui fallu, au moment, et en position de force, au moment de la réforme Beaupoux, convoquer une représentation de la nation. Sans doute, les choses auraient évolué lentement, une représentation de la nation plus représentative, car la société s'est transformée, une bourgeoisie a émergé, puissante, bourgeoisie d'affaires, bourgeoisie commerçante, la noblesse, elle, se replie sur elle-même. Je vous ai expliqué, je vous ai dit combien le nombre de nobles au XVIIIe était important. Ben, cette noblesse, elle n'est plus capable d'absorber l'arrivée de nouvelles couches. À la fin du règne de Louis XVI, Barnave dira « toutes les voies étaient fermées ». Bourgeois, avocat, Barnave, toutes les voies étaient fermées, on ne peut pas aller au-delà, on ne pouvait plus s'intégrer. Et il n'y avait qu'une idée, à ce moment-là, dans la bourgeoisie, c'était d'intégrer la noblesse. Monsieur de Robespierre, en un seul mot, s'intitule Monsieur de Robespierre. Monsieur Danton met un D' à N, tout le monde veut devenir noble. Et on joue de la particule, on achète des terres, etc. Et puis, tout d'un coup, tout ce système de représentation va s'effondrer, vous le savez, avec la réunion des États généraux et surtout ce grand mouvement, cet éclat des 17 et 20 juin, où là, il y a un coup d'État qui est fait par les membres des États généraux. Alors, je dépasse le règne de Louis XV, là, mais c'est important de comprendre cette révolution. Elle accapare la souveraineté royale. Elle détruit même la souveraineté royale et proclame la souveraineté de la nation. Alors aujourd'hui, on comprend, on est tous pour la souveraineté de la nation, mais à ce moment-là, c'est un déplacement gigantesque de pouvoir
qui a fait qu'il n'y aura que des soubresauts et des violences, et ultérieurement apparaîtra une nouvelle souveraineté, qui sera la souveraineté populaire, qui s'exprimera dans les clubs et dans les groupes subversifs au 10 août, renversant la monarchie. Mais l'Angleterre n'avait pas du tout procédé de cette manière, puisqu'en 1688, il y a eu la Glorious Revolution. Cette Glorious Revolution, elle a limité le pouvoir, c'est la gentry, la grande aristocratie, la haute aristocratie, qui a limité aussi le pouvoir royal. Mais elle était suffisamment forte pour contenir les mouvements populaires, suffisamment riche aussi par le fait qu'elle dérogeait, elle avait liberté totale de déroger, donc d'investir ses capitaux qui provenaient des terres dans le commerce, et c'est donc un pouvoir qui a été bien équilibré, et l'Angleterre, tout doucement, elle est encore un pouvoir aristocratique au XVIIIe, c'est une monarchie aristocratique limitée, elle va évoluer tout doucement vers la démocratie, et aujourd'hui encore, la reine d'Angleterre est souveraine dans son parlement, et elle est the fountain of powers, elle est la source de tous les pouvoirs, elle a la souveraineté, mais les Anglais ne sont pas posés la question métaphysique, à qui appartient la souveraineté, est-ce qu'il faut la souveraineté, est-ce qu'elle appartient au peuple ou pas. L'Angleterre garde la souveraineté royale, et en même temps, c'est le pays le plus démocratique du monde. Les Anglais sont à la fois sujets de sa gracieuse majesté et des citoyens libres. Voilà donc cette évolution, et on peut dire que le règne de Louis XV a contribué, évidemment, au déclin de ce pouvoir absolu et à la crise finale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Raoul n'est pas là, donc je vais animer autant que possible le débat, en passant d'abord la parole à Jean-Marie. Oui, j'aurais voulu vous poser deux petites questions. Vous avez évoqué la politique du chancelier beaucoup, et dans son livre qu'il avait intitulé La Révolution, François Furet, qui s'intéresse à la période 18e et 19e, et qui commence à la fin du règne de Louis XV, et évoque ce qu'il appelle le triumvirat, beaucoup Terray aux finances, et puis L'Aiguillon aux affaires étrangères, et le jugement de Furet est assez circonspect, disant finalement on a une sorte de coup de force, mais on n'a rien de plus qu'un coup de force. Alors certes il y a la réforme beaucoup, mais Terray c'est un peu un échec sur le plan financier, on ne va pas très loin. Et puis il y a cette grande affaire qui est quand même l'évolution de la politique étrangère, le rapprochement avec l'Autriche, le mariage du dauphin avec l'archiduchesse autrichienne, et tous les malentendus que cela implique, me semble-t-il. En tout cas, c'est ainsi qu'on l'enseignait il y a encore quelques années. On mariait le roi de France à la catholique autrichienne, et on abandonnait l'alliance avec la Prusse éclairée. Est-ce que vous pourriez nous donner votre éclairage sur ce sujet? Et puis, deuxième chose, est-ce que de manière plus générale, vous pourriez un peu nous parler de sa politique étrangère? Politique étrangère, bien sûr. Alors, merci. Il y a plusieurs questions. Première question, la politique étrangère. Et le roi était formé par donc des éducateurs religieux, dont Fleury, avec une idée assez proche de Fénelon. Assez proche, pas totalement, mais assez proche. Donc, il faut, on lui avait dit, imiter le roi, imiter Louis XIV, le grand roi, mais pas dans les guerres. Et Louis XIV lui-même avait dit sur son lit de mort, fait devenir son arrière-petit-fils en disant « Ne m'imitez pas dans les guerres ». Donc ça, on lui avait rappelé, on avait même mis au-dessus de son lit la dernière phrase. Il devait être un roi pacifique. Finalement, ce règne n'a pas été un règne marqué par la paix, puisqu'il y a eu 3 guerres. La première, c'est la guerre de succession de Pologne, qui a duré très peu de temps. Elle aussi poussée par la jeune noblesse qui veut en découdre, puis ça faisait des années qu'elle n'avait pas été sur les champs de bataille, elle voulait s'illustrer, parce que quand on s'illustre, eh bien, on obtient des récompenses, on obtient les bienfaits du roi, c'est très important. Cette guerre de succession de Pologne va permettre à la France, grâce à un arrangement conclu, d'obtenir
à terme la Lorraine, puisque Stanislas Leczenski, ne pouvant récupérer son trône de Varsovie, on le soutient mollement, et le cardinal de Fleury le premier, eh bien, il est convenu qu'il occuperait le duché de Lorraine, il serait duc de Lorraine, il serait le dernier duc de Lorraine, et qu'à ce moment, la Lorraine reviendrait à la France. Ce qui s'est passé en 1766, avec, entre-temps, une période intermédiaire où le duc avait gouverné avec des administrateurs français, il y avait un intendant qui était là, et puis la fiscalité française est arrivée, s'est installée. Tout ça s'est fait très progressivement, très intelligemment, et la Lorraine, qui avait une culture germanique, eh bien, s'est intégrée dans l'ensemble français de façon très, très harmonieuse. Ça, c'est la première. La deuxième guerre, c'est la guerre de succession d'Autriche, où là, la France, sous l'influence de Belle-Île, qui deviendra maréchal, ministre d'Empire, petit-fils de Nicolas Fouquet, alors facetieux personnage, très, très, très Fouquet finalement, avec beaucoup de chimères dans la tête, veut faire la guerre à l'Autriche, considère que la maison d'Autriche reste l'ennemi principal, et il faut s'appuyer sur la Prusse moderne, grâce à Frédéric II. Cette guerre, la noblesse aussi pousse beaucoup. Fleury ferait des cas de fer, mais le roi va se laisser aussi influencer par toute cette jeunesse versaillaise. Il dit, ça y est, il faut y aller, il faut se battre. Malgré tout, cette idée de combattre la maison d'Autriche était une mauvaise idée, parce que depuis 1700, la maison d'Autriche a perdu une de ses branches, si je puis dire, avec l'installation d'un prince français à Madrid. Donc ce sont les Bourbons qui commencent à dominer l'Europe. Et l'alliance entre l'Espagne et la France, c'est quelque chose d'important. On n'est plus du tout dans la tenaille, ou la prétendue tenaille, parce qu'on a beaucoup exagéré à cet égard, de Charles Quint, où là, la France se sent menacée, d'un côté par Madrid, de l'autre par Vienne. Et déjà, Louis XIV, en 1714, quand il avait rédigé des instructions à M. de Luc, qui devait se rendre à Vienne comme ambassadeur, avait dit il faut se rapprocher de Vienne, il faut se rapprocher de l'Autriche. Malgré tout, ça ne s'est pas fait, et donc cette guerre s'est déroulée avec des victoires, des défaites, très belle victoire de Fontenoy, j'en ai parlé, et puis un général, un maréchal de France extraordinaire, qui est le maréchal de Saxe, grand, puissant personnage. La France se trouve en position de force à ce moment-là, au moment du traité d'Aix-la-Chapelle, occupe les Pays-Bas autrichiens et Saxe. Tout le monde insiste pour dire qu'il faut garder les Pays-Bas autrichiens. C'est la Belgique actuelle. C'était le rêve de Louis XIV. Louis XIV n'a jamais pu le faire à cause de l'Angleterre. C'est le moment opportun, idéal. L'Angleterre est affaiblie. Elle n'est pas en état de réagir. Donc il faut occuper ces Pays-Bas autrichiens, et quitte à ce que, ultérieurement, ça puisse servir de monnaie d'échange ou de négociation. En tout cas, Louis XV dit non, bien mal acquis ne profite jamais, les frontières de la France sont terminées, quasiment. C'est vrai que l'Hexagone, avec la Lorraine, c'est terminé. Il manque la Savoie, il manque le comté de Nice, mais on a le pourtour de l'Hexagone actuel. Louis XV dit non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, en tant que chrétien, de faire une guerre de conquête, et cette conquête, je n'ai pas le droit de faire. Bon. Maréchal de Saxe, on a des lettres de Saxe, je cite dans mon livre, montrant que c'est une erreur, et finalement, donc, la France va signer une paix blanche, qui est le traité d'Aix-la-Chapelle. Quelques milliers de Français, d'officiers, se sont fait tuer pour le roi de Prusse, comme on dit, c'est la formule, puisque Frédéric, lui, le roi philosophe, soi-disant philosophe, met la main sur la Silésie, et il n'est pas question pour lui de la rendre. Et la troisième guerre va être la guerre de 7 ans. Alors cette guerre de 7 ans, c'est une guerre qui commence par le renversement des alliances. 1756, là, Madame de Pompadour a été approchée par
l'ambassadeur Starhemberg, ambassadeur d'Autriche en France, envoyé par le chancelier Kaunitz, parce qu'il s'agit de court-circuiter les ministres qui sont tous hostiles à l'alliance et au rapprochement avec l'Autriche. Louis XV y pense de plus en plus, il pensait de plus en plus, en disant c'est une nécessité, il faut rééquilibrer les choses, on ne peut plus juger la France des années 1750 à l'aune de la France du XVIIe siècle et celle de Louis XIV, et à cette lutte permanente de la maison d'Autriche, séculaire contre la maison d'Autriche. Donc il fallait se rapprocher. Il est approché par l'ambassadeur Starhemberg, il va déléguer l'abbé de Bernis pour ces négociations. Madame de Pompadour sera tout de suite écartée, il n'est pas question qu'elle se mêle de quoi que ce soit, contrairement à ce que nous racontent Michelet et les autres. L'influence politique de Madame de Pompadour est extraordinairement limitée, c'est bien clair. Mais elle a facilité, elle a prêté sa petite maison en bas de Bellevue, une petite maison qu'on s'appelle Babiole ou Bras-Borion, et c'est là que vont se dérouler ces négociations secrètes qui vont aboutir à la négociation d'un premier traité, 1756. Il y aura ensuite un second traité qui engage davantage la France avec l'Autriche. L'idée étant que cette alliance puisse permettre à la France de libérer les champs de bataille de l'Europe centrale et l'affrontement principal avec l'Angleterre étant celui avec l'Angleterre. Cette guerre a été, c'est vrai, désastreuse, les armées françaises se comportent mal, la discipline s'était bien relâchée, beaucoup finalement, bien des nobles vivaient dans l'oisiveté et on n'avait plus cette discipline de fer qui avait marqué les armées de Louvois et de ses successeurs, et de Chorley, etc. Et donc, des défaites, Rosbach, toute une série de désastres. Et sur terre et sur mer, les choses se passent très mal aussi. Alors, tout cela se termine en 1763 au traité de Paris, vous le savez, l'abandon du Canada, l'abandon de l'Inde. On a jugé en grande partie le règne de Louis XV à l'aune de cette défaite et de ce traité. Il faut voir que déjà, au début du XVIIIe, même au milieu du XVIIIe, la disproportion entre les forces anglaises et les forces françaises. Les Anglais s'étaient installés en Amérique, sur la côte Est, 13 colonies d'Amérique qui vont se révolter intérieurement. Ces 13 colonies se trouvent bloquées dans leur marche vers l'Ouest par les possessions françaises, qui sont considérables. C'est le Canada, en dehors de l'Acadie, le Canada, jusqu'à la Nouvelle-Orléans. C'est le tiers des États-Unis aujourd'hui. Donc de Québec à la Nouvelle-Orléans, une zone considérable. 100 000 habitants. Les 13 colonies, 1 100 000 habitants. Donc déjà, triste proportion du côté des colons. Et puis, du côté de la marine. La marine française n'aligne que 45 à 50 navires de première classe, des vaisseaux de ligne. Je ne parle pas des frégates. Les Anglais en ont à peu près 110, 120. Donc, une proportion de 1 à 2 au minimum. Une tradition navale britannique, un corps organisé, l'amirauté, un processus, des règles de fonctionnement, tout cela manque à la marine royale qui est une reconstitution de la marine de Louis XIV. Entre-temps, cette marine de Louis XIV eh bien, avait pourri. Les marines de l'Ancien Régime pourrissent très vite sur des bâtiments en bois, en quelques mois, si on ne les entretient pas, si on ne reconstruit pas de nouveaux bâtiments, tout ça disparaît. Alors, la France a été obligée, au début du règne de Louis XV, de modifier ses alliances, et en particulier, sous la régence, de s'allier avec l'Angleterre, parce qu'il s'agissait de faire une pause. La France est exsangue en 1715, je vous ai parlé de ces grandes famines terribles de la fin du règne de Louis XIV, il y a eu la guerre de succession d'Espagne, et un endettement
gigantesque, il faut faire une pause, et le seul moyen, c'est de s'entendre avec l'Angleterre. C'est la politique de l'abbé, bientôt cardinal Dubois, à laquelle adhère le régent, politique intelligente. Il fallait en effet s'entendre avec l'Angleterre. Mais les rivalités coloniales vont évidemment reprendre le dessus sous le gouvernement de Fleury. Fleury va freiner de son mieux. Maurepas, qui est nommé ministre de la Marine, va essayer de redynamiser la marine, mais en toute la période d'alliance avec l'Angleterre, ça supposait évidemment de mettre une sourdine dans le développement de la marine, parce que les Anglais n'auraient pas toléré que la France puisse avoir une marine équivalente. Donc vous voyez, les racines de la crise coloniale qui éclate en 1763, eh bien, elles étaient déjà du temps de Louis XIV. Si la France avait voulu devenir la première puissance mondiale sur le plan naval, eh bien, c'était sous le règne de Louis XIV, c'était même au début du règne personnel de Louis XIV, en 1760, à la mort de Mazarin, qu'il fallait à fond développer la marine. Alors, Colbert va le faire, mais de façon moindre que les Anglais. Et du temps de Charles II, au début du règne de Charles II, la marine anglaise n'était pas considérable. C'était à ce moment-là aussi qu'il fallait envoyer des colons peupler les colonies. Mais la France n'a pas elle a un atavisme terrien, elle n'a pas le goût de l'expatriation des colons. Donc il y a des traditions terriennes d'un pays centré sur sa richesse intérieure, une grande nation unie, unifiée. C'est à la différence de l'Autriche, par exemple, mais cette tradition, elle s'est pas prolongée sur le plan naval, ou de toute façon, en tout cas, insuffisante. Il reste que, en 1763, Louis XV a sauvé les meubles. Le désastre de 1763, c'est pas le désastre de 1940. Au moment des négociations, Choiseul, on pourra reparler de Choiseul si vous le voulez, mais Choiseul, qui était un grand ministre de ce point de vue-là, a essayé de récupérer les îles à sucre, la Guadeloupe, la Martinique, 80 000 habitants, très important, donc presque autant que la Nouvelle-France, qui, malheureusement, il y avait la traite des Noirs, il y avait le commerce triangulaire, la prospérité de Nantes, de Bordeaux, mais qui tirait presque la croissance économique française, tirait en tout cas les exportations. Il y a eu des études économiques qui ont été faites de ce point de vue, montrant l'importance du commerce colonial français, alors que le commerce avec le Québec, le bois, les boiseries achetées au Québec, c'était pas grand-chose. Ou les pelleteries, c'était pas grand-chose. Et donc, on a récupéré ces îles qui avaient été occupées par la marine anglaise, Guadeloupe, Martinique. Et puis, les deux petits îlots de Saint-Pierre et Miquelon. Et ça n'a l'air de rien, mais c'était quelque chose de très important. Car ces îlots nous permettaient et nous donnaient le droit d'accès aux pêcheries de Terre-Neuve. Le grand banc de Terre-Neuve, comme on dit. Sur le grand banc de Terre-Neuve, on allait pêcher la morue. Et les Terre-Neuvas qui partaient, eh bien, embarquaient des jeunes officiers ou des élèves officiers de la marine de guerre. Et ça servait de navire-école à la marine de guerre. Et perdre les pêcheries, Louis XV a beaucoup assisté là-dessus, Choiseul aussi, et le premier ministre anglais Pitt a été furieux de voir le roi d'Angleterre céder, parce qu'il a dit, si on empêche la France de récupérer, si la France ne récupère pas ça, elle est finie pour un siècle. Et la France, sous l'assistance de Louis XV, eh bien, a quand même gardé ces deux petits îlots, et ça a permis, tout cela, c'est pas innocent, ça a permis la reconstitution d'une marine sous Louis XVI, et de battre l'Angleterre, et de prendre la revanche 20 ans après. Donc c'est vraiment un point qui n'est pas du tout à négliger dans l'équilibre. Et Louis XV avait dit, si jamais on traverse encore une nouvelle année, eh bien les choses seront plus désastreuses. Cette paix, elle est pas du tout satisfaisante, mais c'est la moins mauvaise paix qu'il fallait. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc ce règne a été marqué par des guerres, et malheureusement il y a eu aussi un héritage ancien qu'il a fallu assumer. Oui, alors, oui, je vous en prie. J'ai été passionné par les sciences. Est-ce que vous pouvez en dire davantage?
Oui, alors c'est pas un roi littéraire, c'est un homme de goût qui aime beaucoup les arts, mais qui s'est intéressé aux expériences physiques, aux expériences astronomiques. Il avait les Cassini lui ont montré, les Maraldi lui ont montré les astres, il regardait une éclipse de soleil. C'est un homme de son temps. Faut pas en faire un personnage totalement rétrograde, totalement décalé par rapport à son époque. C'est un homme ouvert aux sciences, ouvert aux techniques. Voilà, la grande expédition de Bougainville, mais d'autres choses, d'autres explorations aussi ont été menées de son temps, et la géographie était vraiment un de ses domaines de prédilection. Oui. A-t-il bien préparé sa succession? La succession du roi, c'est l'héritier Alors, préparer, il a perdu son fils. En 1765, Louis Ferdinand, qui s'opposait d'ailleurs, qui était un dévot, mais je pense un homme intelligent, plus intelligent probablement que l'entourage de son entourage, qui s'opposait à Madame de Pompadour. Enfin, il y a eu des... Voilà, on l'appelait Maman Putain, ou la Bestiole, puisque c'était Madame Lenormand d'Étiole, on l'a surnommée à la cour la Bestiole. Après, il y a eu un motus vivendi entre le dauphin qui animait, en tout cas, qui était la figure de proue du parti dévot, et bien il disparaît, lui, la tuberculose en 1765, et suivi de quelques mois plus tard par la dauphine, la princesse de Saxe. Et là, reste un héritier, qui n'est pas le premier non plus, puisqu'il y avait un petit duc de Bourgogne qui disparaît à l'âge de 10 ans. Reste Louis-Auguste. Louis-Auguste, il a 19 ans quand le roi meurt. Il a été formé de façon assez étriquée par le duc de La Vauguyon, qui était un dévot. C'était son maréchal de Villeroy à lui. Ambitieux, qui ne pensait qu'à une chose, c'était prendre la place de Choiseul. Et on peut dire que Louis XV lui a délégué l'abbé de la ville, premier commis des affaires étrangères, pour le former aux affaires étrangères. Ça a été quelque chose d'extrêmement bénéfique. Probablement qu'il n'a pas associé suffisamment tôt au conseil du roi. Et Louis XV ne pensait pas mourir en 1774. Il a été surpris par la petite vérole et il est mort à Trianon. Il est revenu malade à Versailles et il a été emporté en quelques jours. Il pensait, malgré l'âge venant, évidemment, il est né en 1710 et il meurt en 1774. Il pensait vivre encore quelques années, et en tout cas aussi stabiliser le pouvoir, notamment cette réforme Maupoux qui était très importante pour lui sur le plan intérieur. Donc il n'a pas suffisamment associé son petit-fils, sans doute. Louis XVI, d'ailleurs, travaillant de lui-même, contrairement à l'image qu'on s'en donne aussi, ne faisait pas seulement de la serrurerie, il s'intéressait aux sciences, c'est aussi le deuxième grand roi scientifique, géographe aussi, et beaucoup technique, aux instruments de physique, l'abbé Nollet l'avait formé, par exemple. Bon. Et oui, il a pris l'anglais, il lisait les postes anglais, tout cela en cachette de son gouverneur, qui était un personnage à l'esprit un peu limité. Question, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Choiseul, un peu plus complètement? Oui. Alors Choiseul, c'est un personnage très, très ambigu. On peut avoir un jugement positif sur lui parce que c'est un homme d'énergie, volontaire, qui a donné son impulsion, exercé quasiment des fonctions de Premier ministre, bien qu'il n'ait pas eu la charge de Premier ministre, il s'occupait des affaires étrangères, il a succédé à l'abbé de Bernis.
Il a essayé en 1759, quand il arrive au pouvoir, quelques mois après être arrivé au pouvoir, de limiter les conséquences du traité de Versailles, du deuxième traité de Versailles, où la France s'engageait, alors que l'Autriche ne s'engageait pas tellement à soutenir la France dans sa lutte contre l'Angleterre. Le troisième traité était mieux équilibré avec l'Autriche et mieux négocié avec Marie-Thérèse, qui était une redoutable négociatrice, défendant parfaitement sa monarchie. Choiseul est un homme intelligent, à l'esprit vif, toujours optimiste, débordant d'optimisme, tout va s'arranger, tout va bien, Alors on le voit, là, son nez en l'air, il y a des portraits de Choiseul qui montrent les yeux brillants. C'est un homme très mondain, très agréable en société, dévoré d'ambition, mais il est au fond marqué par la réaction aristocratique, et il participe en quelque sorte, son idéal étant de limiter le pouvoir de Louis XV. Il sera chassé du pouvoir en 1770, à la suite, bien sûr, d'intrigues de coups. Il y a énormément d'intrigues de coups, mais surtout parce qu'il voulait lancer la France dans une nouvelle guerre contre l'Angleterre, une guerre de revanche. Alors Louis XV voulait la revanche, après 1763, mais au fur et à mesure que le temps passait, finalement, c'est peut-être pas nécessaire. Là, l'instinct pacifique est revenu. La France est très prospère en 1774. Rien à voir avec la France de 1715. Donc, ça joue aussi, ça compte dans la pesée globale de ce règne. C'est le rayonnement de la France est gigantesque, considérable. La France est la première puissance terrestre européenne qui domine. La langue française est parlée dans toute l'Europe. Frédéric II, inaugurant l'Académie des sciences de Berlin, dira « La science doit parler la langue universelle, messieurs, et cette langue, c'est le français. » Voilà. Donc, rayonnement de la France. Louis XV donc voulait finalement ne voulait plus cette guerre de revanche, disant plus tard, on verra plus tard. Choiseul, au contraire, la prépare et veut profiter d'un incident avec les Malouines, donc les Malvinas en espagnol, les Falklands pour les Anglais. C'est toujours ces îlots désertiques qui sont l'objet de convoitises entre l'Espagne et l'Angleterre, qui avait été découvert probablement par les Français, c'est comme ça que j'avais appelé les Malouines. Et là, Louis XV va s'apercevoir que Choiseul manœuvre sans le prévenir, pour une guerre qui va se déclencher. Donc, il mobilise des troupes, des flottes, il va se lancer dans les guerres. Donc là, Louis XV était implacable, et là, il l'a viré. Et quand on lit les mémoires de Choiseul, alors c'est quelque chose d'assez accablant, assez pénible. Cet esprit alors il pense revenir très rapidement, il pense être rappelé, et Louis XVI ne voudra pas de Choiseul, parce qu'il s'est moqué de son père, le dauphin Louis Ferdinand. Il y a eu des heurts entre Louis Ferdinand et Choiseul. Choiseul est un homme impertinent, un noble, un grand noble qui a aussi son caractère. Et donc, quand on lit ses mémoires, la façon dont Louis XV est traité est absolument désolante. La haine, le degré de haine qui s'exprime dans ses mémoires a contribué largement aux dérives d'un Lavis et de tous les manuels scolaires que je vous ai cités au début, disant que c'est un roi nul, disant incapable de décider, etc. Et les choses ne sont pas du tout aussi tranchées que cela. En tout cas, cette haine exprime la haine de l'aristocratie à l'égard, en fait, du pouvoir royal. Donc le jugement est très nuancé. Très bon administrateur, très bon ministre de la guerre, il restaure la flotte avec son cousin Praslin, mais il joue au grand vizir. Oui. Quelle était la politique de la France vis-à-vis de la sublime porte? La politique de la France vis-à-vis de la sublime... Le système de l'Alliance de Robert.
Oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez que Vergène a été ambassadeur à Constantinople et quand il sera après rappelé, oui, il y avait toujours cette politique d'alliance et l'idée était de contenir l'Autriche qui lorgnait du côté des Balkans, du côté de la Valachie. Il y a eu des guerres avec la Russie et la France jouait un jeu d'équilibre en s'appuyant sur la Turquie. Mais la Turquie s'affaiblit, s'étiole, donc c'est un allié difficile. Voilà. Question, je vous en prie. Oui, alors, toi, et puis Jean-Marie à nouveau. Et je t'en prie. Oui. Et les relations avec Philippe V d'Espagne, les relations familiales, combien Alors les relations, il y a eu des hauts et des bas. Après, Philippe V meurt, alors j'ai plus la date de sa mort, mais il meurt assez tôt dans le siècle. Au début, vous savez qu'il y a eu ce mariage avec la petite infante d'Espagne, la fille de Philippe V et d'Élisabeth Farnèse, qui est venue à la cour de France. Et qui Marianne et qui devait être élevée pour se fiancer et épouser le roi. Quand le roi a 11 ans, elle en a 3 et elle est surprise par ce garçon secret, timide. Un jour qu'il y a une grande fête à Versailles, Louis XV dit quelques mots à sa petite future princesse. Ah, il m'a parlé. Parce qu'il ne parlait pas, il ne disait rien. Évidemment, elle jouait avec ses poupées, et puis lui, à 11 ans, il pensait à autre chose, il avait ses jeux de guerre, ses jeux de... la petite infante, donc c'était au moment de la lune de miel entre la France et l'Espagne, eh bien, on lui disait, vous inquiétez pas, vous savez, c'est un de ses traits, c'est que quand moins il parle, plus il vous aime. C'est ce que lui disait Madame de Ventadour. Et elle était voir le maréchal, elle a fait, comme il doit vous aimer, monsieur le maréchal, parce qu'en effet, il ne parlait pas non plus au maréchal de Villeroy. Voilà, ça c'est les petites anecdotes. Mais il y avait des tensions entre la France et l'Espagne. Il y a d'abord eu, sous la Régence, une guerre entre la France et l'Espagne, avec Élisabeth Farnèse qui avait une grande ambition, voulant déclencher la guerre à cause des possessions italiennes qu'il s'agissait de récupérer. Il y a eu des débarquements en Sicile, débarquements à Naples, pour récupérer les possessions italiennes qui étaient soit dans les mains de princes vassaux de l'Empire, soit directement dans l'indépendance de l'Empire. Et là, la France il y a eu une expédition militaire qui n'a pas duré très longtemps, en 1719. Et après, on a essayé de se rapprocher, mais l'influence d'Élisabeth Farnèse n'a pas été bonne du côté de la France. Il y a eu l'Alberoni, l'épisode d'Alberoni sous la Régence, l'Alberoni partant. Eh bien, on a la politique... la politique espagnole, à un moment donné, s'est rapprochée de l'Autriche. Surtout, évidemment, quand on a renvoyé la petite infante en 1724-25 pour le mariage avec Marie Lesinska. Là, Philippe V a été fou furieux. On raconte que la Farnèse a tout cassé dans la chambre en poussant des grands cris. C'était vraiment quasiment une rupture. Et la petite est renvoyée. On leur a rendu ses joujoux, ses jouets. Et on n'a pas osé lui dire pour quelle raison elle partait. On lui dit qu'elle allait rencontrer ses parents à la frontière. Elle est partie comme cela. Voilà, après, il y a eu des hauts et des bas, des alliances, et cette alliance, à plusieurs reprises, il a fallu consolider l'alliance, qu'on appelle le pacte de famille. Le pacte de famine, ça a été un mot qui a été utilisé par les opposants, mais pacte de famille qui rapprochait les Bourbons et avec aussi les Bourbons d'Italie, les Bourbons de Naples qui vont s'installer là, au royaume de Parme en particulier aussi, une troisième dynastie, les Bourbons-Parme, les Bourbons de Madrid et les Bourbons français. Donc on a la politique française, ça c'est un élément aussi de la politique étrangère, c'est plus une politique nationale, totalement. C'est une politique familiale. Même manière que les Habsbourg. Louis XV considère que la paix européenne
peut s'organiser autour des trônes occupés par les Bourbons, beaucoup plus que par des territoires occupés par les Français. Qui, à mon avis, c'était une erreur. Mais... Voilà. Jean-Marie, donc, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la politique financière de Louis XV et en particulier cet épisode que j'ai évoqué tout à l'heure, un peu particulier, la politique terrestre, à partir de 770? Terray, moi je trouve que ça a été un très bon ministre, contrairement à ce que pense Furet, au moins sur le plan des résultats. Parce que le comportement de l'abbé Terray, qui n'était pas un prêtre, hein, qui était un abbé laïque, est très brutal. Mais qui cause, c'est faire des économies, trancher dans les pensions, trancher dans les gratifications, réduire les déficits, et puis augmenter les impôts. Enfin, c'est une politique, c'est une bonne politique, ça. Bon. On l'appelait vite Gousset. Donc on ne s'attaque pas à la chef de l'impôt. Comment? Non, mais justement, Louis XV a essayé de le faire avec le XXe. Un XXe qui aurait été saigné par tout le monde. Mais le XXe a connu le sort des différents impôts de réforme du temps de Louis XIV. Ça a commencé par la capitation, le 10e, le 50e avec les paris du Vernet sous le règne de Louis XV. À chaque fois, on dit on va faire un impôt sur les revenus payable par tous. Bon, mais aussitôt, les corps sociaux s'émeuvent, l'Église dit moi je paye de dons gratuits. Je veux dire, je paye quelques millions de livres chaque année que je donne librement, que je décide en assemblée générale du clergé. C'est ma contribution financière, mais en outre, moi j'ai en charge, et c'est vrai, j'ai en charge tout l'équivalent, ce qu'on appellera aujourd'hui le secteur hospitalier et tout le secteur éducatif. L'éducation, l'Église avait en charge, donc elle avait beaucoup de choses. Mais l'Église avait sa propre organisation fiscale, avec ses receveurs du clergé, son administration, qui percevait la dîme. La dîme, c'est pas le 10e des revenus, c'est de 2-3% des revenus, mais on l'appelait la dîme de façon faciale, mais en fait c'était beaucoup moins. Mais c'était aussi un impôt qui était perçu en nature. Il y avait des magasins généraux où on recevait des grains de blé, on recevait des animaux. Enfin, c'était parce qu'il y a une monétarisation insuffisante sur le plan dans les campagnes. Donc il faut aussi tenir compte de ce phénomène. Donc non. Louis XV a essayé de réformer. On a eu le grand réformateur, c'est quand même Machaut d'Arnouville, c'est la grande figure avec Maupoux, pour moi. Et Terray n'a pas été mauvais, mais c'est vrai qu'il était très maladroit. C'est ce qu'on peut dire. Il était maladroit. Et Louis XVI sera obligé de s'en séparer. Mais sa politique, il a réduit quand même très sensiblement l'endettement et rétabli les finances, donc c'est pas si mauvais que ça. Mais après, il y a l'image, évidemment, il y a l'impact. Et ça, c'était très mauvais. Il faut dire que 1771, le coup d'État de Maupoux, je vous ai dit combien la monarchie était... elle aurait dû, à ce moment-là, mettre en place une représentation de la nation. Ça, c'est évident. On a considéré ce coup d'État comme un acte de despotisme. Et à ce moment-là, et c'est une nouvelle étape aussi qui se passe sous le règne de Louis XV, se forme un parti, qu'on appelle le parti patriote, le Front patriotique, qui va s'opposer à la monarchie. C'est un parti qui devient un parti d'opposition permanent. Alors, c'est pas un parti politique comme de nos jours, bien sûr, mais c'est une force politique permanente, ce qui n'existait pas auparavant. Il y avait des factions de cour qui se faisaient, se défaisaient, des alliances qui se nouaient, se dénouaient. Là, nous avons un parti politique qui se forme et qui va rester uni jusqu'en 1788, jusqu'au mois de novembre-décembre 1788, quand ce parti patriote se cassera en deux lors de la question de savoir si les États généraux doivent se tenir sur la forme de 1614 ou pas. Le Parlement de Paris, organe le plus rétrograde qui soit, avait dit comme en 1614, et là, à ce moment-là, au sein du Parti patriote, eh bien, il y aura une cassure,
Ce parti patriote, il regroupe tout le monde, tous les opposants, c'est-à-dire les princes du sang, les ducs et pairs, les bourgeois, la noblesse de Rome, les bourgeois, même les artisans. Tout cette espèce de vaste front, d'un point de vue sociologique très divers, il se casse en 1788. D'un côté, il y a une aile progressiste, de l'autre, l'aile rétrograde. Cette aile rétrograde donnera les ultras de la Restauration, et les immigrés partiront, ce seront des gens faisant partie de ce parti patriotique, hostile aux Bourbons. Duval des Préménil, sous Louis XV, qui était un jeune conseiller avec à la noblesse toute fraîche, dira « il faut débourbonnailler la France ». Voilà, et il finira guillotiné. Et une bonne partie de cette opposition plus royaliste que le roi, et en fait qui rêve d'une monarchie limitée, eh bien émigrera, et on les retrouvera, ou leurs enfants, sous la Restauration, qui ne seront pas du tout partisans de l'absolutisme, ils sont des ennemis de l'absolutisme, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis le deuxième corps, c'est là ce vaste ensemble du temps de Louis XVI, là, mais on déborde facilement d'un règne à l'autre, c'est Lafayette, Barnave, Mirabeau, c'est ce corps du parti patriote qui s'est séparé de l'autre et qui va conduire la Révolution avec tous le chaos et les secousses qu'on connaît. Question? Oui, non? Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu du peuple menu, dont vous donnez dans votre livre une description assez rude. Oui. Qu'est-ce que vous en avez par là? Paris, le peuple de Paris, etc. Parce que c'est une société prospère, très, avec des élites qui sont là, tout ce que vous avez décrit, et puis il y a la population parisienne, des grandes villes que vous décrivez. Oui, alors, le divorce entre Paris et la province s'accentue sur le règne de Louis XV, du fait que Paris grossit. C'est une très grosse ville, plusieurs centaines de milliers d'habitants, et que dans les milieux populaires, il y a un décrochage par rapport à des familles traditionnelles, à des comportements habituels. Là, il y a tout un petit peuple déjà présent sous le règne de Louis XIV. On le voit déjà avec l'affaire des poisons, avec des petits blanchisseuses, des vendeurs, des petits métiers, une quantité de petits métiers. Tout ça ne se retrouve pas du tout à la campagne, bien sûr, où les choses sont très, très traditionnelles, et l'immense majorité de la population appartient au monde rural et au monde agricole. Mais dans les villes, et en particulier dans Paris, là, il y a des classes dangereuses, comme dirait, ou le prémisse de classes dangereuses, comme dirait Louis Chevalier, qui vont affairement, qui bouillonnent. Alors, c'est l'explosion du temps des convulsionnaires du diacre Paris, où là, sous l'impulsion du jansénisme, on se saisit de ces prétendus miracles d'un diacre très pieux, qui pour s'opposer au pouvoir royal. Et puis, c'est là où vont se lire les numéros des nouvelles ecclésiastiques, hein, parce que c'est pas seulement lu chez les parlementaires, c'est lu aussi dans ce petit peuple. C'est là où se forme cette opinion, ces rumeurs, terribles rumeurs, parce que, prenez un exemple, 1750, se propage une rumeur sur les enlèvements d'enfants. Des enfants disparaissent. Le lieutenant-général Berryer, ami de Madame de Pompadour, demande aux archers de la capitale de conduire tous les vagabonds qui traînent dans Paris, dans les rues de Paris, de les conduire à l'hôpital général. La police a la main lourde et se saisit d'enfants, d'artisans très honnêtes, de commerçants. La rumeur enfle. On
enlève des enfants, qu'est-ce qui se passe, et puis brusquement surgit l'idée qu'il y a un prince ladre, c'est-à-dire un prince lépreux, qui a besoin du sang de ses enfants pour se régénérer. Madame de Pompadour lui dit, c'est quoi, ils sont complètement fous, ces Parisiens. Mais le pire, c'est que le prince ladre, c'est Louis XV. C'est Louis XV qui, pour ses débordements sexuels, a besoin de se régénérer, et dans le sang des enfants, comme la comtesse Bathory de sinistre mémoire. Voilà une rumeur terrible. Louis XV est fou, furieux en tout cas, et indigné, blessé, atteint dans sa dignité. Et il dit, c'est là où on voit bien que c'est pas du tout un communicant, quelqu'un qui a la volonté d'affronter le peuple dans ces cas-là, de braver l'opinion. Bien, il décide, quand il se rend à Compiègne, de passer par une autre route qui borde Paris, et qu'on appelle la route de la révolte, parce que le roi ne veut plus rentrer dans Paris, au moins pendant quelques mois. Ce sera cette route de la révolte qui fera que le roi évite Paris, évite le petit peuple, ce petit peuple qui fait corps naturellement avec la basoche, et la basoche fait corps avec les conseillers du Parlement, donc tout est mêlé. Il y a une alliance, comme toujours, entre cette aristocratie de robe, ou cette noblesse de robe, et le petit peuple, persuadé que ces gens de robes longues, donc les conseillers du roi, les robes rouges, par rapport aux robes noires, que sont les conseillers d'État et les maîtres des requêtes, qui sont les dépendants de la chancellerie, les robes rouges représentent, défendent le peuple. Alors qu'en réalité, on le voit au moment des combats sur le XXe, les parlementaires défendent leurs propres intérêts. Mais c'est une illusion qui durera jusqu'à la Révolution. Et la Révolution mettra fin à tout cela, puisque les parlements disparaîtront. Question. Vous n'avez pas parlé, parce que vous ne pouviez pas parler de tout, de l'héritage monumental de Louis XV. Les monuments. Alors, les monuments... Parce que finalement, il y a pas mal de choses. Paris doit beaucoup à Louis XV. La place Louis XV, d'abord, le monument de Gabriel, l'école militaire, sur une idée de Madame de Pompadour, qui se prenait pour Madame de Maintenon, qui voulait, comme Madame de Maintenon avait créé Saint-Cyr, voulait créer une école pour les jeunes officiers, la noblesse, la monnaie, et surtout alors des architectes exceptionnels, Soufflot, donc ce qui va devenir le Panthéon, l'église Sainte-Geneviève, et surtout l'idée d'aménagement de la ville, plus que de construction de monuments. Sous Louis XIV, on construit probablement le plus beau monument de Paris, ce sont les hôtels des Invalides, l'hôtel royal des Invalides, mais on n'a pas d'idée d'aménagement de la ville en tant que telle. Alors que là, il y a une conception avec des grandes allées, des grandes banlieues, des grands boulevards. Tout cela procède d'une idée générale de construction de la ville. Et puis la richesse de ce pays, parce que la France prospère chaque année, c'est un demi-point de croissance après les calculs des économistes. Donc, ce qui, quand même, est très important pour une nation rurale. On voit là des villes comme Bordeaux, par exemple, avec l'intendant Tourny, qui sont absolument magnifiques, et qui montrent aussi combien toute une élite provinciale a été associée au pouvoir royal, et notamment d'ailleurs sur le plan fiscal, où il y avait des retombées fiscales importantes de ce point de vue, parce que les mécanismes fiscaux n'avaient guère changé par rapport à ceux du règne de Louis XIV. On était un peu dans l'improvisation. Question. Plus? Vraiment? Vous êtes comblé?
Bon. La démographie, la santé progresse, on passe d'un royaume de 22 millions d'habitants à 27 millions d'habitants. L'éducation aussi. Donc tout change sous le règne de Louis XV et tout change pas nécessairement dans le mauvais sens, c'est sûr. Il y a pratiquement plus de révoltes provinciales. Plus de famine, plus de grandes famines, à partir de... Il y a eu pendant le duc de Bourbon, un petit peu pendant la Régence aussi, il y a eu une année terrible. Mais après, non. Après, non. La France est un pays riche, et quand la Révolution éclatera, elle était encore un pays riche, mais il y avait eu quand même une crise en 1788. Une première en 84, un hiver très dur, et puis en 88, une crise avec... début de famine et des populations jetées sur les routes, qui allaient errer. Ces populations qu'on retrouve dans la Révolution, la prise de la Bastille en particulier. Alors, le mouvement physiocratique, il accompagne la prospérité et il accompagne aussi le libéralisme économique qui marque les esprits et les écoles de pensée économique qui se développent à ce moment-là. Les loges maçonniques, tout joue pour développer aussi la société civile. Cette société civile qui craque un peu dans cette société d'ordre de corps qui n'arrive pas à se réformer. Et le grand drame de la monarchie d'Ancien Régime, c'est ne pas avoir su se dissocier de la société de corps. Elle a essayé, justement, par les réformes, par Machaut d'Arnouville, par Turgot, par Calonne, qui ont proposé des plans de réforme sur le plan fiscal. Donc ça modifiait la structure. Les idées d'assemblée provinciale généralisée à l'ensemble du pays. Donc on harmonisait le système politique. Tout cela s'est heurté au refus des privilégiés et de la haute noblesse, du clergé, malheureusement, qui a aussi, il y a eu, je ne veux pas jeter la pierre à l'Église, car il y a eu énormément de dévouement, il y a eu grande sainteté de la part de certains de ses membres, et puis de l'autre côté, il y a eu le réflexe de corps, d'ordre, du premier ordre de la nation, qui est un réflexe égoïste. La production agricole se développe. La production agricole se développe. Les gens ne se pas de famine. Non, Jean-François, vous voulez me parler? Pourriez-vous nous parler un peu de l'émergence au XVIIIe siècle, et notamment ce week-end, d'une noblesse de fonction, d'une noblesse liée à l'exercice de fonctions, notamment dans l'ordre militaire, face à la noblesse de paix, à la noblesse de robe qui achète, et à la noblesse de finance dont vous avez parlé. J'ai l'impression qu'il y a un début de noblesse de fonction, tel comme on voit en Prusse ou comme on le verra sous l'Empire. L'anoblissement à partir de l'exercice. Oui, mais ça a toujours existé, même du temps de Louis XIV, les anoblissements. Jean Bart est anobli par le roi pour exercice. De manière systématique. Cette noblesse, elle est intégrée à la noblesse d'épée. Si ce sont des gens d'épée, ce sont des... elle ne se développe pas suffisamment, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sur l'insuffisance de la noblesse par rapport au progrès de la société et à l'émergence de la société. Il y a une élite qui est insuffisante pour pouvoir maîtriser la situation. Alors, c'est vrai, il y a les anoblissements pour services rendus, mais ce n'est pas gigantesque. Alors, François Furet dit qu'une des causes de la révolution, sinon la cause principale, c'est la fameuse réaction nobiliaire. Ben oui, c'est ce que je dis aussi. Mais je pense que la grande erreur de Tocqueville, c'est de dire que la monarchie a péri d'un excès de centralisation. C'est exactement le contraire, pour moi. La monarchie française périt. J'ai beaucoup d'estime pour Tocqueville. La démocratie en Amérique, c'est
quelque chose, un monument indespassable au 19e. Mais dans l'Ancien Régime et la Révolution, qui est le livre en question, je suis beaucoup moins d'accord avec lui. Je pense que la monarchie française périt étouffée par les corps. On le voit bien avec ce Louis XV qui, même en son conseil, est obligé de développer une stratégie de service secret, le secret du roi. On le voit bien au moment où le roi suit sa noblesse qui veut en découdre avec la maison d'Autriche. Il n'arrive pas à contrôler. Alors peut-être qu'il y a son caractère, sans doute, mais un Louis XIV en situation au XVIIIe siècle aurait été très différent. Il faut bien comprendre que Louis XIV arrive dans un moment idéal pour permettre à sa personnalité autoritaire d'éclore. Il y a une rencontre entre les circonstances et le personnage. C'est pas ce qui se passe sous le règne de Louis XV, où le roi, même fût-il Louis XIV, aurait eu bien du mal à se dépêtrer de ces coalitions de corps et d'or qui veulent l'étrangler. C'est-à-dire, ce sont ces corps qui ont empêché les réformes, mais finalement ont provoqué la révolution. Voilà. Très bien. Merci. S'il n'y a plus de questions,